Je vous propose dans cette vidéo d'aborder le thème de l'empathie. C'est quoi l'empathie? Et puis plus concrètement, comment offrir son empathie à quelqu'un? L'empathie, on en parle beaucoup dans le milieu du soin, mais on a souvent une image erronée de ce que c'est. Alors quand je parle de l'empathie, je me réfère aux travaux de Carl Rogers, le créateur de l'approche centrée sur la personne ou la relation d'aide, et les travaux de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. L'empathie, c'est un espace, une présence authentique, sans jugement, que j'offre à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer et déposer ses émotions. Et Carl Rogers, d'ailleurs, disait que c'est la qualité de la relation qui est thérapeutique. Et ça demande, pour le soignant qui va offrir son empathie, à être congruent, c'est-à-dire authentique. Ne pas faire, par exemple, sans réellement écouter. Et donc, on sera vigilant sur notre paraverbal et notre non-verbal. Le regard est important. Je regarde la personne dans les yeux. Je ne regarde pas par la fenêtre ou je ne regarde pas mon portable. Ça demande aussi d'être disponible en tant que soignant en termes de temps et d'énergie. Ce temps, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Pour écouter, il vaut mieux prendre 5 minutes d'écoute active que 15 minutes de conversation où je ne vais pas véritablement entendre l'autre. Et l'empathie, ça demande, pour le soignant, un ancrage, c'est-à-dire d'être centré. Ça demande une pleine présence, une attention. Et moi, je sais que la méditation de pleine conscience, elle m'aide beaucoup, justement, dans ce processus. Parce qu'elle me permet, quand j'offre mon empathie à quelqu'un, d'être pleinement ici et maintenant. Étymologiquement, l'empathie a la même racine que la sympathie et la compassion. Pourtant, on va le voir, ce sont 3 notions complètement différentes. L'étymologie d'empathie vient de homme, qui veut dire dedans, et pathos, souffrir. Donc, souffrir à l'intérieur. Et plus précisément, le dictionnaire nous dit que c'est la capacité à ressentir la douleur de quelqu'un, de souffrir avec. Or, donc là on arrête tout de suite, parce que c'est l'un des écueils de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas souffrir avec, ça c'est de la sympathie. Parce que comment puis-je aider quelqu'un si je souffre comme lui? Je ne fusionne pas avec l'histoire de la personne, car là, il y a risque. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sympathie, c'est-à-dire, la sympathie, c'est quand j'éprouve les mêmes émotions que la personne, et que je ramène en plus à moi. Ça va être, par exemple, de pleurer avec une famille qui vient de perdre quelqu'un, de perdre un proche, et puis vous, en tant que soignante, vous êtes affecté par cette situation et vous allez pleurer avec la famille. Là, on ne parle pas d'empathie, mais de sympathie. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Parfois, on est des êtres humains en tant que soignants, et forcément, il y a des histoires de nos patients qui vont résonner chez nous. Et parfois, en tant que soignant, on ne peut pas faire autrement que d'éprouver de la sympathie. Ce qu'il y a, c'est que ces 2 termes, en fait, vont offrir des choses différentes. Et notamment, l'empathie va donner vraiment tout l'espace à la personne en face de moi. Dans la sympathie, non, puisque je m'inclus dans l'espace. Donc vous voyez, dans la sympathie, je souffre littéralement avec la personne. Je suis triste que vous alliez si mal. Là, je me connecte à mes propres émotions au lieu de me connecter aux émotions de l'autre. Et rappelons aussi que parfois on a besoin d'empathie et d'autres fois on a besoin de sympathie. Ce qu'il y a, c'est que dans la relation de soins, en tant que soignant, on privilégiera l'empathie. Et encore une fois, je tiens à le préciser, mais si vous éprouvez de la sympathie envers des personnes, c'est pas mal. Ce qu'il y a, c'est que ce ne sera pas au même service que l'empathie. On dit souvent aussi que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Alors ça, pareil, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Parce que nous sommes chacun des êtres singuliers, avec notre propre histoire. Et la personne que j'ai devant moi, ce patient,
je ne peux pas me mettre à sa place, parce qu'il est en train de vivre une histoire qui lui appartient, et il est en train de la vivre avec son propre passé, ses propres façons de voir les choses, et si je me mets à sa place, je vais voir sa situation avec mes propres yeux, et je ne pourrai pas le rejoindre. Donc, l'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre. Je parlerai plutôt d'accompagner la personne dans ce qu'elle vit, l'accompagner à son rythme et côte à côte. Et il y a un terme aussi qui revient souvent quand on parle d'empathie, c'est la notion de distance thérapeutique. C'est une notion qui m'a beaucoup interpellée, j'y ai pas mal réfléchi, et je me suis dit, mais c'est quoi cette distance thérapeutique? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends bien que le fond, en fait, de ce qu'on exprime dans cette distance thérapeutique, c'est éviter de fusionner avec la personne parce que on ne peut pas l'aider, mais si je suis trop loin d'elle, pareil, je n'entendrai pas ce qu'elle me dit, donc pareil, je ne pourrai pas l'aider. Mais ce terme de distance, en fait, il me gêne un peu. Où est la juste distance? C'est pas évident comme notion. Et récemment, j'ai trouvé une approche qui m'a beaucoup interpellée et beaucoup intéressée. C'est l'approche d'un thérapeute qui s'appelle Thierry Tournebise. Et au lieu de parler de distance, lui, il parle de distinction. Nous sommes chacun des êtres distincts. Donc on ne parle pas de distance thérapeutique, mais de distinction. J'offre, en tant que soignante, un espace où la personne peut s'exprimer, et en même temps, je suis consciente que nous sommes deux êtres différents, ayant chacun notre propre histoire, et que l'histoire que me raconte ce patient, c'est son histoire. Concrètement, comment je peux proposer mon empathie à quelqu'un? J'ai répertorié 4 étapes dans cette notion d'empathie. Premièrement, est-ce que j'ai le temps et les moyens d'offrir un espace d'empathie pour cette personne? Deuxièmement, je vais pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Troisièmement, je vais reformuler et refléter les sentiments et les besoins de la personne. Et puis quatrièmement, je vais lui montrer que je prends la mesure de ce qu'il vit. Alors voyons plus en détail ces 4 notions. Tout d'abord, est-ce que j'ai le temps et les moyens d'offrir de l'empathie à ce patient? C'est une question cruciale, parce que si je n'ai ni le temps ni les moyens, et que je me force à offrir de l'empathie, la personne risque de sentir que je ne suis pas alignée, que je ne suis pas congruente, authentique, et que par exemple, je vais être agitée ou que je vais être préoccupée. Je ne vais pas l'écouter réellement. Donc, cette première étape, elle est cruciale. Et si la personne a besoin d'un espace d'empathie et que je n'ai pas les ressources, c'est important aussi de lui dire, écoutez, je vois que là, je suis assez préoccupée par ce qui vient de se passer parce qu'il y a eu des choses difficiles que j'ai dû gérer. Et je vois que là, si je vous écoute, je vous écouterai pas avec toute l'attention nécessaire. Et pour moi, c'est important que je vous écoute en étant pleinement disponible. Donc, est-ce que ça vous va si je reviens d'ici 1 heure et puis qu'on prenne un temps, on prenne 10-15 minutes pour parler de ce qui vous arrive? Est-ce que ça vous va? Et pour l'avoir expérimenté, la personne, elle appréciera plus que vous soyez authentique avec elle en lui disant que pour l'instant vous n'avez pas les moyens, plutôt que vous vous forciez, qu'elle sente que vous n'êtes pas disponible et qu'en fait elle se sente frustrée. Donc premièrement, est-ce que j'en ai le temps et les moyens? Est-ce que j'ai les ressources pour offrir mon empathie? Deuxièmement, la personne va commencer à parler, je vais vraiment créer un espace de pleine présence et de plein silence. Mais pas un silence creux, un silence plein de mon attention. C'est ça l'écoute active. J'écoute avec mes 2 oreilles. Bouddha, il disait, on a 2 oreilles et une bouche. 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que ce que l'on parle. Donc deuxièmement, écouter activement ce que la personne est en train de dire. Troisièmement, au bout d'un certain temps, je vais reformuler ce que la personne vient de me dire et je vais lui refléter ses sentiments et ses besoins. Et refléter toujours avec des questions du style « est-ce que c'est ça ?» Par exemple, vous vous sentez exaspéré parce que vous aimeriez avoir plus d'autonomie, de liberté, est-ce que c'est ça?
Et vous voyez, le paraverbal et le non-verbal sont vraiment importants, hein, le ton de la voix, la posture du corps. Et n'oublions pas que l'empathie aussi, c'est reformuler et refléter les silences de la personne. Par exemple, je vois que vous ne dites rien, est-ce que du coup vous êtes peut-être abasourdi par la nouvelle que vous venez de recevoir, est-ce que c'est ça? On peut refléter aussi les silences, ou alors les gestes du patient. Tiens, j'observe que vous bougez beaucoup les mains, est-ce que du coup vous vous sentez nerveuse parce que vous auriez peut-être besoin d'être rassurée, est-ce que c'est ça? Et puis quatrièmement, montrez à la personne que vous mesurez ce qu'elle vit. Cette notion, cette quatrième étape, avant je ne la faisais pas parce que pour moi c'était pas de l'empathie, puisque là en fait je montrais à la personne que j'avais compris ce qu'elle me disait et je parlais en je. Alors que dans l'empathie, j'avais appris que je ne vais pas dire je parce que sinon je m'inclus dans cet espace que j'offre à la personne. Mais au final, ce que j'ai compris, c'est que c'est important que la personne elle se sente rejointe dans ce qu'elle vit. Nous sommes des êtres de relation et nos émotions nous permettent déjà de nous renseigner sur nos besoins, donc elles sont importantes déjà pour nous parce qu'elles nous renseignent sur un besoin qui est nourri ou qui n'est pas nourri, mais également une émotion, ça permet de faire passer un message à l'autre. Et en tant qu'être humain, on a besoin de sentir que nous avons une place aux yeux de l'autre, que nous ne sommes pas seuls, et que ce que l'on vit, ça peut être mesuré par les autres. Et c'est pour ça que le ton aussi, dans la reformulation ou quand vous reflétez les sentiments et les besoins de la personne, c'est important que le ton il soit en accord avec aussi ce que la personne, elle dit. Si elle est exaspérée, si elle parle fort en disant « mais je suis tellement exaspérée parce que je vois que je suis clouée au lit et j'aimerais tellement être dans mon jardin en train de planter des betteraves », si vous lui reformulez ou alors si vous lui parlez de façon très basse et un petit peu trop neutre, « ah oui, vous vous sentez exaspéré parce que vous auriez besoin de plus d'autonomie » et vous voyez, ça passe pas. La personne, elle se sent pas comprise là. Donc, n'hésitez pas à mettre le ton aussi. Et oui, vous vous sentez exaspéré là, parce que vous auriez tellement besoin de plus d'autonomie et de plus de liberté. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est ça. Vous voyez, la personne, elle se sent reconnue dans ce qu'elle vit, même au niveau de l'intensité. Et Alice Miller, qui était une psychologue américaine, disait que les thérapeutes qui sont trop neutres ou sans expression ne reflètent rien au patient. Et du coup, ce patient ne peut pas se sentir rejoint ni compris. Et vous voyez, l'empathie, c'est vraiment ça, c'est rencontrer l'autre là où il en est, le faire verbaliser sur ses émotions, parce que exprimer ses émotions est libératoire. Alors prenons un exemple pour illustrer ces 4 étapes. Imaginons une dame qui va se faire opérer demain, qui est en service de chirurgie, et puis vous êtes aide-soignante ou infirmière. Vous entrez dans la chambre, donc vous lui demandez comment elle va, et puis cette dame vous dit « Oh, moi je me sens tracassée, et là demain, ça me fait peur cette opération. » Bien souvent, en tant que soignante, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à rassurer la personne. Et donc là, qu'est-ce que naturellement on va faire? On va lui dire « Mais non, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » On va chercher à rassurer. Or, là, est-ce que c'est de l'empathie? Non, ce n'est pas de l'empathie. Parce que je n'écoute pas la personne dans sa peur, dans sa crainte. Puisque tout de suite, je cherche une solution. Je la rassure et je coupe du coup le dialogue. Vous sentez que là, la personne, en fait, elle va pas aller plus loin. Et vous voyez, parfois, dans la meilleure intention du monde, parce que notre intention, là, c'est quoi? Mais c'est rassurer la personne pour qu'elle se sente mieux. Eh bien, pourtant, le fait de la rassurer tout de suite ne va pas l'aider à verbaliser sa peur. Donc, si cette dame me dit qu'elle a peur pour son opération demain, si j'en ai le temps et les moyens, je vais peut-être écouter ce qu'elle a à me dire. Et donc, peut-être aller plus loin dans ce qu'elle vient de dire et lui dire « Ah, vous avez peur pour demain, pour l'opération? Vous avez peur de quoi? Que ça se passe mal? Est-ce que c'est ça? » « Ah ben oui, j'ai peur que ça se passe mal. Et puis vous savez, mon mari, il est tout seul à la maison et si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, mais je ne sais pas comment il se débrouillerait tout seul. »
Vous voyez comment on est allé un peu plus loin là, et qu'en fait cette dame, juste en quelques secondes, on lui a permis de verbaliser que en fait, certes, elle a peur pour son opération, mais elle a surtout peur de laisser son mari seul si il lui arrivait quelque chose à cette dame. Et vous pourriez rebondir en demandant à cette dame, vous vous sentez soucieuse car vous auriez besoin d'être rassurée sur le fait que votre mari puisse trouver du soutien s'il vous arrivait quelque chose. C'est ça? Et oui, oui, c'est ça. Et voyez, la personne là, vous lui tendez des perches, en fait, pour qu'elle puisse dérouler ce qu'elle a à dire. Et puis donc la quatrième étape, c'est reconnaître, lui montrer que vous prenez la mesure de ce qu'elle vit. Peut-être lui dire « Ah oui, je comprends que vous soyez soucieuse. Ça doit pas être évident de savoir votre mari seul chez vous. » Et puis peut-être que naturellement, cette dame va vous dire « Ah bah écoutez, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que vous pourriez dire à mon mari ceci ou cela? Est-ce que vous pourriez dire peut-être à mes enfants ceci ou cela ?» Le fait d'avoir écouté cette dame, ça va peut-être lui donner des pistes, une ouverture pour mettre en place des choses auxquelles peut-être elle n'avait pas pensé ou elle n'avait pas osé demander, parce qu'elle n'avait pas reçu une oreille bienveillante. Et puis bien sûr, dans un dernier temps, vous pouvez peut-être proposer des solutions, mais sachez que là, on n'est plus dans l'empathie. L'empathie s'arrête vraiment à une écoute active, une reformulation et à mesurer ce que vit la personne. Donc vous voyez les 4 étapes de l'empathie. Et observez aussi que, dans un premier temps, quand j'ai rassuré tout de suite, je n'ai pas pu comprendre que cette dame, elle n'avait pas peur pour elle, elle avait surtout peur pour son mari. Avec l'empathie et la sympathie, on peut aller sur 2 endroits complètement différents. Et l'empathie, c'est un espace aussi où je ne juge pas l'autre, où je ne le conseille pas, sauf s'il me demande, bien sûr. Et puis, bien sûr, je peux le conseiller après lui avoir offert de l'empathie. Je ne vais pas le laisser peut-être comme ça avec ses craintes. Autre chose aussi, on pense souvent qu'il faut avoir vécu la même situation que la personne pour la comprendre. D'après tout ce que je viens de dire, je peux tout à fait offrir mon empathie sans avoir vécu ce qui est arrivé à la personne. J'offre simplement mon écoute et je peux comprendre l'émotion qui traverse la personne. Voyons maintenant quelques freins à l'empathie. Écouter avec empathie, c'est éviter de ramener à soi. Le patient est en train de vous dire que c'est difficile pour lui, il vient de se faire opérer de la jambe et il ne peut pas se lever, et vous allez lui dire « Ah mais oui, mais moi aussi, il m'est arrivé la même chose il y a quelques années, et c'était difficile pour moi aussi, je ne pouvais pas me lever du lit, je suis restée 2 mois comme ça. » Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de ramener à soi, et on s'inclut dans cet espace qu'on était en train d'offrir au patient. Et du coup, c'est le patient qui va devoir nous écouter. Donc c'est pas forcément au service du patient de ramener à soi et de raconter ses anecdotes personnelles. Écouter avec empathie, c'est aussi éviter de consoler trop vite. Dans un premier temps, si on veut offrir un espace d'empathie, c'est important d'écouter ce que la personne, elle vit. Et après, peut-être, la consoler. Mais ça viendra après. Le fait de minimiser aussi peut être un frein à l'empathie. Si le patient vous dit qu'il a peur des prises de sang, c'est lui répondre par exemple « Mais non, mais rassurez-vous, une prise de sang, mais c'est rien ». Là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire en tant que soignante? Je suis en train de lui dire de façon non explicite que c'est stupide qu'il ait peur d'une prise de sang. Là, je n'offre pas un espace où il peut s'exprimer, puisque je ferme tout de suite le dialogue. Le fait aussi de moraliser va être un frein à l'empathie. Si le patient ne veut pas prendre son médicament, ça va être de lui dire « Non mais quand même, vous n'êtes pas un petit enfant, maintenant il faut prendre votre traitement, vous savez que c'est important pour vous. » Vous voyez, là je ne suis pas en empathie puisque je ne cherche pas à comprendre ce que la personne, elle vit. Donc, si on veut écouter quelqu'un avec empathie, on évitera de moraliser, de le consoler, de le conseiller,
de dévier sur des anecdotes qu'on a vécues, des anecdotes personnelles, qui ne sont pas au service de l'empathie. Et puis bien sûr, pour finir, je rajouterai une 5e étape. Après avoir offert un espace d'empathie à quelqu'un, si pour vous ça a été difficile, parce que vous avez pu être impacté par des choses, ou peut-être que l'histoire de ce patient a résonné en vous, eh bien c'est important, si vous en sentez le besoin, de pouvoir parler à une personne ressource de ce que vous venez de vivre, pour vous décharger un peu émotionnellement de ce que vous avez vécu avec cette personne. Dans cette vidéo, nous avons essentiellement vu l'empathie pour des situations qui étaient douloureuses, où la personne ressentait de la tristesse ou de la colère, mais sachez aussi que l'empathie peut se pratiquer avec des émotions joyeuses. Je peux offrir mon empathie à quelqu'un qui est joyeux pour justement le faire goûter encore plus à cette joie qui le traverse. Et puis n'oublions pas aussi que l'empathie peut se pratiquer avec soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie en communication non violente, mais ça, c'est une autre histoire et ça fera peut-être le thème d'une autre vidéo. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.